Bonjour à tous, merci d'être présents à nouveau pour le deuxième volet de notre totem sur innover et entreprendre pendant la crise. Je rappelle rapidement le principe. Vous savez qu'on a organisé ce format totem assez différent. On a co-organisé ça avec Uzbek Erika. Uzbek Erika se veut inspirationnel sur le futur de demain. Nous, BPI France, le hub, on est la partie qui accompagne les startups dans lesquelles nous avons investi. Donc, à chaque fois qu'un nouveau deal est fait par les fonds innovation de BPI France, BPI France Le Hub passe du temps pour les aider à accélérer leur croissance. On est ce qu'on appelle un operating partner et on accompagne, on accélère 50 startups chaque année au fur et à mesure des nouveaux deals qui sont effectués. On a toujours fait des totems pour travailler sur les visions un peu du futur de demain. Et là, il fallait faire quelque chose un petit peu différent, autant sur le format, puisqu'on va le faire en 3 séquences. Donc là, c'est le deuxième volet, comme je le disais. Demain, c'est le dernier volet. Et on le fait surtout de manière différente, puisqu'on est tous réunis sur Livestorm aujourd'hui, alors qu'habituellement, on se réunit et on se voit. On est 100, 200 personnes physiquement pour échanger, networker à la fin des échanges. Je vais rapidement passer la main à Thierry Keller, qui est le directeur des publications de Uzbek Erika et qui va être un peu le chef d'orchestre de cette matinée pour passer le relais. Merci à tous d'être présents si tôt. Ça me permet de prendre un petit déjeuner, un café avec vous et de réfléchir ensemble sur le rôle que nous pouvons avoir pendant cette crise. Très bonne session de totem. À toi, Thierry. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième débat qu'on a intitulé Industriel et mouvement maker vers une collaboration pérenne. Je suis donc effectivement Thierry Keller, je suis directeur des rédactions d'Uzbek Erika. Merci Jonathan d'avoir dit que c'était un média inspirationnel, en tout cas je l'espère, mais on ne peut pas être inspiré si on n'est pas face à des invités inspirants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais d'abord, laissez-moi peut-être présenter rapidement la raison pour laquelle on a décidé de s'intéresser au mouvement maker. En fait, le mouvement maker était fondé sur le partage des connaissances et la convergence entre des savoir-faire artisanaux et numériques. Et on a le sentiment partagé, j'espère, qu'il a fait son grand retour depuis le début de la crise sanitaire. Bon, on l'a vu évidemment avec le masque Easy Breath de Decathlon, on va en reparler, je crois, abondamment tout à l'heure, transformé en respirateur pour les malades du Covid. Mais au-delà de cet exemple extrêmement connu qui a eu beaucoup de retentissement, c'est toute la galaxie, je crois, des Fab Labs et des Makerspace qui s'est mobilisée depuis le début de l'épidémie. Et donc forcément, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si la jonction entre ce mouvement et les industriels va perdurer. Alors, nous allons en parler avec 3 grands témoins que je remercie chaleureusement d'être avec nous virtuellement, mais aussi réellement quand même ce matin. Emmanuel Roux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thierry. Emmanuel, tu es entrepreneur, on peut te qualifier de pionnière du mouvement des Fab Labs en France. Tu es à l'origine de la création de plusieurs lieux dédiés à la culture, de la fabrication et la culture numérique. On verra en quoi ces deux disciplines sont extrêmement mélangées l'une à l'autre. On peut citer le Fac Lab de l'Université de Cergy-Pontoise, l'accélérateur de compétences numériques, le Chaudron dont on va reparler aussi, ou plus récemment ZBIS, un Fab Lab de 400 mètres carrés dans la zone industrielle de Saint-Georges de Montaigu en Vendée. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Tu seras accompagné par Quentin Laline. Bonjour Quentin. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Tu confirmes bien que tu es ingénieur produit chez Decathlon? Oui, je suis en charge du masque Easy Breath chez Subea, la marque de plongée de Decathlon. Voilà. Et tu es à l'origine des partenariats entre tous les partenaires industriels pendant la crise. C'est ça, ces dernières semaines, moi j'ai été en contact avec toutes les équipes scientifiques, les équipes techniques qui nous ont contactés pour adapter notre masque pour les hôpitaux et le personnel soignant ou les patients. On va y revenir assez longuement, en tout cas j'espère. Maximilien Bacco, bienvenue à toi parmi nous. Bonjour. Tu es le cofondateur du fonds d'investissement Brega. On pourra revenir sur les initiales, sur cet acronyme qui veut dire quelque chose. Exactement. Qui est un fonds qui accompagne les startups pour les faire grandir. Tu es là parce que tu portes un regard, je crois, très aiguisé, en tout cas dans les calls préparatoires, ça l'était, sur l'innovation, notamment sur l'innovation en temps de crise. Peut-être aussi tu pourras nous apporter ton regard. Tu n'es pas un maker toi-même, mais en tant qu'investisseur sur le mouvement des makers. Et puis un peu aussi sur toutes les questions qu'on se pose en ce moment
On te demandera pas exactement où investir. Ça, ce sera quand je t'appellerai tout à l'heure pour avoir des détails très personnels. Mais en tout cas, pour que tu puisses un peu nous donner une température de ce qui est en train de se passer en ce moment. Est-ce qu'on est dans une crise profonde ou est-ce que le business repart et sur quel type de domaine? Ok. Vous le savez, mesdames et messieurs qui nous regardez aujourd'hui et qui êtes encore très nombreux, et je vous remercie. Vous pouvez évidemment poser sur Livestorm toutes vos questions et aussi répondre à un sondage ou à des sondages. Donc, d'ores et déjà, avant de commencer, je vais vous poser la première question pour un premier sondage. Est-ce que vous êtes prêts? On va essayer d'être plein axe. Croyez-vous à une relation pérenne entre le mouvement maker et les industriels? Vous avez quelques minutes pour voter et je vous reposerai exactement la même question à l'issue de nos débats. Sans plus attendre, je vais me tourner vers toi, Emmanuel. La première question que j'aurais envie de te poser pour poser le cadre de nos discussions, c'est en tant que militante presque, en tout cas personne extrêmement engagée dans ce mouvement, est-ce que tu as senti une résurgence de l'intérêt porté au mouvement maker, là où peut-être on pouvait dire qu'on s'était peut-être un peu habitué à non pas une baisse d'influence du mouvement maker, mais en tout cas un rythme de croisière qui n'était pas aussi rapide que celui auquel on aurait pu s'attendre dans les années 2010 quand on était tous en train de lire du Chris Anderson et penser qu'il y aurait un makerspace par arrondissement ou par quartier. Oui, merci. D'abord, j'espère que nous arriverons à avoir un makerspace par arrondissement ou par quartier et j'espère que nous allons y venir très fortement. Oui, le mouvement a été au rendez-vous. Oui, le mouvement est vraiment là. Oui, les makers sont vraiment installés partout et on en discutera. Et ils sont de tout profil. Ils sont aussi bien dans les entreprises, dans les territoires, dans les associations, dans les collectivités locales. Et chacun, nous avons su, je pense, prendre nos responsabilités et passer à l'action, qui est un peu notre manière d'être. Faire, s'engager et réagir et ne pas laisser, ne pas subir et donc être présent. Et je crois qu'il a toujours été présent. Il est plus ou moins lisible, il est plus ou moins visible. Il est difficilement reconnu à date. On en discutera, je pense. Mais il est bien là et il a montré toute sa vitalité ces dernières semaines et toute sa volonté d'agir et d'être utile et d'être solidaire. Alors, je vais me tourner vers toi, forcément, Quentin. Tu as rapidement évoqué tout à l'heure l'aventure du masque chez Decathlon qui a permis d'aider profondément des malades du Covid. Mais peut-être revenir rapidement sur, je dirais, la culture maker chez Decathlon. Je crois qu'au début, on ne parlait pas de culture maker, on parlait d'atelier de bricolage. Pour toi, est-ce que c'est la même chose? Ça se rapproche dans l'état d'esprit. Moi, je tiens à préciser, je ne suis pas un pur maker. Par contre, je connais bien ce mouvement et son état d'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Decathlon, depuis très longtemps, on avait historiquement des ateliers de prototypage qui reproduisent en partie les outils industriels pour permettre de faire des prototypes avec une qualité quasiment industrielle. On a ça depuis très longtemps. Et puis, il y a environ 10 ans, avant même que le mouvement maker soit connu, soit nommé, ou en tout cas à peu près en même temps, on a réhabilité chez nous ce qu'on appelait la créativité manuelle. Donc, on a ouvert au fin fond d'un local qu'on avait trouvé un garage, donc un atelier de bricolage, on n'avait pas d'autre nom à l'époque, où, sous l'impulse de notre service innovation, on venait faire des séances de créativité manuelle avec quelques outils. Il n'y avait pas d'imprimante 3D, il n'y avait pas encore de découpe laser, tout ce qui caractérise aujourd'hui les Fab Labs. C'était uniquement des outils basiques, du no-tech et de la créativité manuelle. Et ça a très bien marché chez nous parce que les produits sportifs se prêtent bien à être bricolés, à être prototypés très très tôt à la main. Et donc ces ateliers-là de bricolage ont fait tache d'huile chez nous et on en a retrouvé un peu partout. Et ils ont fait évoluer nos ateliers de prototypage historiques, qui étaient des lieux très fermés avec badge, avec contrôle d'accès, pour les transformer
en lieu ouvert. Donc, c'est là où l'état d'esprit des Fab Labs, l'état d'esprit Maker, a aidé à la transformation de ces ateliers en les transformant en des lieux où on donnait accès aux outils, on donnait accès aux machines au personnel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? C'est par inadvertance, c'était complètement voulu. Tout à coup, vous avez stoppé la vente des masques au grand public. Alors évidemment, les magasins étaient fermés, mais néanmoins, vous avez consacré tous vos stocks à la, Oui. à la dispersion et à son ouais, auprès des soignants et surtout d'autres entreprises qui s'en sont emparées et qui l'ont trafiqué un peu fidèle à la culture DIY. Exactement. Je vais rétablir une vérité pour commencer, c'est que c'est pas Decathlon qui a adapté son masque. Nous, on a répondu à des demandes de groupes, de consortiums, de makers, d'indépendants qui souhaitaient et qui se mobilisaient pour adapter le masque pour le personnel soignant ou pour les patients. Ça a commencé avec Isinova, la société italienne. Il y a eu beaucoup d'articles de presse à leur sujet, qui nous ont contactés via notre équipe de production en Italie pour avoir accès à la 3D de notre produit. Mais nous, on a vraiment vu ça au départ comme une demande isolée, sauf que le même jour, on a eu ensuite un maker polonais qui, lui, a publié les plans de son adaptateur en open source sur Internet. Donc voilà, ça, c'était le lundi 16 mars, avant même qu'on parle de confinement. On pensait sincèrement que c'était des cas isolés. Notre première action, ça a été de se dire, OK, on va préparer un communiqué pour expliquer en quoi notre masque n'est pas adapté pour le personnel médical, notamment à destination de nos utilisateurs. Sauf que dans la semaine, dans les jours qui ont suivi, ça allait très vite. On a eu ensuite des demandes des hôpitaux directement qui souhaitaient avoir ce masque-là et de plus en plus de demandes précises, techniques d'équipes scientifiques, de makers qui souhaitaient adapter notre masque. Et donc, on a dû adapter notre stratégie. Et finalement, on a fait deux choix importants. Un, ça a été commercialement de bloquer la vente de nos masques pour les rendre disponibles pour les hôpitaux. En France, on a distribué 30 000. Et ensuite, ça a été de rendre disponibles nos informations techniques sur le masque pour les équipes qui travaillaient sur le sujet, donc afin de les accompagner. Ok, alors on va y revenir, mais j'ai le résultat du sondage et je vais peut-être vous demander de le commenter. À 63%, vous avez répondu oui à une relation, vous croyez à une relation pérenne entre le mouvement maker et les industriels. Je vais peut-être demander à notre troisième invité, Maximilien, de commenter ce sondage de ton poste d'observation. Est-ce que tu aurais cru à une réponse aussi positive? Alors, il y a quand même 37% de gens qui n'y croient pas. Là, et parmi ces gens, une audience extrêmement qualifiée, celle qui nous regarde aujourd'hui, évidemment. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que tu l'as dit, il y a eu une vague absolument incroyable dans les années 2010 qui ont fait de ce mouvement une embellie et je crois que Emmanuel matérialise ce mouvement parfaitement. Ma vision, en étant investisseur, et je reviendrai rapidement sur ce qu'on fait, dans quel secteur et sur quel thématique on investit, mais c'est que c'était un petit peu ralenti, ou en tout cas une forme de plateau, peut-être pas un ralentissement, une forme de plateau depuis 2-3 ans, 3 ans peut-être. En tout cas, c'est la perception qu'on peut nous en avoir en tant qu'investisseur. Et je pense, tu l'as dit aussi en introduction, la crise a permis d'exhiber des exemples absolument fantastiques. Hein. L'exemple de Decathlon, je trouve que c'est un exemple qui est incroyable de solidarité, de collaboration. Et ça a permis de le faire aussi parce que, comme ça a très bien été dit, ce mouvement intra-maker, d'une certaine manière, il était déjà culturellement dans l'ADN de Decathlon. Donc forcément, il y a eu une prise beaucoup plus rapide et efficace parce que l'entreprise Decathlon était déjà avec cet ADN-là. Donc ça ne me surprend pas qu'il y ait un sondage aussi positif. Si on l'avait fait il y a 3 mois, je ne serais pas certain du même ratio, pour être honnête. Mais je pense, et on en reviendra sans doute aussi, je pense que là, il y a une fantastique possibilité, opportunité, avec la façon dont
l'humain, l'homme, nous, on va, au sens large, va changer sa perception des choses, de la relation au travail, de la relation à la circulation des individus, de la fabrication des objets. Et je pense que c'est une fantastique opportunité pour que ce mouvement soit pérenne. Et voilà. Après, il y a des conditions pour le mettre en place. C'est peut-être pas dans tous les secteurs, je pense. Mais voilà, je suis à la fois pas surpris maintenant. Si ça avait été il y a 3 mois, j'aurais été plutôt surpris. Quentin, je te laisserai répondre, commenter ce petit sondage entre nous. Tu parlais de non seulement offrir évidemment le produit masque, mais enfin aussi d'ouvrir sa capacité à être lui-même évolutif. Donc en fait, derrière le mouvement Maker, qui est un mouvement au point de départ très manuel de bricolage, on le disait, il y a une certaine idée de l'ouverture et du partage des codes, en fait. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cet aspect-là des choses? Alors, c'est-à-dire la façon dont nous avons partagé nos informations? Bien sûr. Ouais. En fait, là, c'était pas forcément quelque chose de calculé et c'est quelque chose qu'on faisait très peu et qu'on fait très peu jusqu'à présent, hein, partager nos informations confidentielles et sortir de notre domaine sportif qui est notre business model. On est très attaché à ça et on fait très peu de choses autour, à part des produits de sport. Là, la question s'est posée. On ne s'est pas posé la question finalement de qu'est-ce que ça impliquait de partager ça, partager nos infos. Notre première idée, c'était même de mettre notre 3D de masque sur les plateformes open source de fichiers 3D pour la rendre disponible massivement. Après des échanges notamment avec des makers en interne qui connaissent très bien ce mouvement, on a adapté un petit peu, on a affiné cette stratégie en se disant non, on ne va pas le mettre disponible massivement parce que derrière, on risque d'être inondé de sollicitations et on ne pourra pas accompagner correctement les personnes qui ont besoin de plus d'informations. Donc, on a partagé en one-to-one les 3D, les rapports de test, toutes les informations liées à notre produit pour non seulement pouvoir l'exploiter, mais aussi comprendre son fonctionnement pour l'adapter le plus rapidement possible. Et donc, il y a eu une synchronisation très, très rapide avec nos services communication, notre service juridique pour mettre en place un NDA très, très simple pour garantir que ce qu'on partageait l'était dans le cadre de la crise du Covid-19 pour usage médical, sans exploitation commerciale et avec l'obligation de partager les résultats. Donc, en fait, on retrouve un petit peu là quelques fondamentaux de l'esprit maker. Et nous, c'est ce qu'on vérifiait avant de partager nos données. C'est vérifier que l'état d'esprit, la démarche était ouverte. C'est ce qui nous a permis de rendre disponibles nos infos massivement. Alors, il y a plein de questions qui tournent autour de la formation, de l'éducation à ce mouvement. Peut-être pour toi, Emmanuel, une question que pose Stéphane Rose. Apprendre à faire du bricolage manuel à des ingénieurs déjà formés, n'est-il pas là une culture maker à insuffler d'abord dans les parcours éducatifs? Alors bon, je te tends une perche pour toi qui est obsédé justement par la démocratisation de cette culture. C'est quoi l'état des lieux de la culture maker en France? Alors, merci, très belle question. Tout d'abord, d'abord, je pense qu'il faut prendre le temps de définir la culture maker peut-être et de rappeler que la culture maker, pourquoi est-ce qu'elle me passionne depuis si longtemps? C'est d'abord, c'est évidemment la culture du do-it-yourself. Faites-le par vous-même. Et le do-it-yourself, on le retrouve à d'autres moments. C'est d'abord la culture punk, il faut le dire, je pense. C'est le moment où on se dit, tiens, on peut fabriquer nos musiques nous-mêmes aussi. Tu vois, c'est derrière, c'est la culture qui, moi, m'a animée quand j'avais 10 ans, plutôt milieu des années 80, j'ai la quarantaine passée aujourd'hui, sur mon MO5 Thomson et que j'ai pris en main mon premier ordinateur et que j'ai fait mes premiers codes. Puis que j'ai eu mon premier modem quand j'avais 20 ans en 95. Et les makers, en fait, sont les webmasters de 1995. Et comme en 1995, je peux vous dire que j'y étais déjà, on n'a pas été écoutés, on était pris de haut qu'en mettant les informaticiens en culotte courte, on faisait des choses qui n'étaient pas sérieuses. La vraie informatique, Bull et les autres existaient déjà. Qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir changer au monde alors que fondamentalement, nos machines n'avaient aucune puissance et nos codes, en plus, étaient ouverts, open, qu'il n'y avait pas de propriété intellectuelle, il n'y avait pas de business model possible. Voilà ce qu'on entendait dire du web entre 95 et 2000. Voire 2005. Donc, si tu veux, les 10 ans qu'on vient de passer sur le mouvement maker, je les ai vécus de 95 à 2005, globalement. Et derrière, quand en 2010, je rencontre ma première imprimante 3D personnelle, je me fais le même constat que dans mon modem 56K. Ça sert à rien, ça fait beaucoup trop de bruit, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de plan, mais en fait, ça va changer le monde.
Pourquoi? Parce que ça donne le pouvoir à chacun d'entre nous de fabriquer avec des atomes. Là où avant, on a fabriqué avec du code, on a diffusé de l'information en do-it-yourself, et maintenant, on a le pouvoir de pouvoir coder et fabriquer nos propres atomes. Et c'est ça le sujet. Des atomes, en plus, qui sont codés grâce à des softwares de type et à des plateformes de type Arduino, évidemment, entre autres, Arduino et d'autres, qu'on peut connecter, c'est-à-dire des atomes digitaux, et c'est tout l'origine du mouvement des Fab Labs et du laboratoire rappelez, Bits and Atoms de Neil Gershenfeld au MIT en 2010, qui se dit on va créer un réseau de lieux international. Et du coup, voilà, ce réseau des Fab Labs, il est né dans la volonté d'ouvrir des lieux pour donner l'accès à la fois aux connaissances, aux personnes, vraiment d'abord aux connaissances, au savoir-faire, au partage de compétences, au partage de plans, comme l'a très bien fait Decathlon récemment, effectivement, permettant à chacun, en s'appropriant des machines très simples d'usage, à peu près presque aussi simples qu'un photocopieur, une découpe laser, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça, de pouvoir faire fabriquer. Mais c'est aussi des brodeuses numériques. C'est aussi, et c'est pas, ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement maker, c'est pas les machines. C'est d'abord une culture. C'est une culture qui dit, il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation. Que demander l'autorisation. Faites d'abord. Faites d'abord. Arrêtez de faire des plans à 3 ans, 5 ans et arrêtez de chercher où est le ROI. Avancez. Le chemin se fera en marchant. Testez. Expérimentez. Faire, faire et faire. Oser. Et c'est ça le sujet. Et le sujet, moi, alors, je fréquente en parallèle, et tu le sais très bien, voilà, à travers mon activité de conseil SC21, pour le coup, je fréquente des très grands groupes, et à travers le chaudron, on en rediscutera un peu. Et nous, on s'installe, que ce soit, on a passé, je suis ravie de retrouver, comme je le disais tout à l'heure, Decathlon, puisqu'on a passé 6 mois à Between Village avec le chaudron en 2016, hein, et avec Stéphanie Bailly, entre autres, on a travaillé cette question de la culture maker chez Decathlon. Et c'est un vrai bonheur voilà, de les retrouver aujourd'hui. On est aussi dans le réseau des URSAF. En ce moment, on déploie nos pop-up schools pour revenir à l'éducation. C'est d'abord une question d'éducation. Nos chaudrons, pour le moment, dans le réseau Crédit du Nord. Et dans toutes ces entreprises, le sujet, c'est bien un changement de culture, de dire osons faire, donnons l'initiative, laissons faire. Et les makers sont chez eux. Et l'association Fab & Co, qui réunit beaucoup de makers dans les entreprises et dans les corporates français, aujourd'hui constate qu'ils ont beau être là, est-ce qu'ils sont suffisamment entendus? Est-ce que les circuits de décision des entreprises le permettent? Est-ce que les budgets des entreprises, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, hein, mais parce que les circuits de décision disent qu'il faut obtenir une autorisation de budget à 1 an, 2 ans, alors que nous, on a besoin de pouvoir agir demain? Tu vois, au Fac Lab à l'Université de Cergy-Pontoise, on nous a toujours demandé comment on avait fait. Comment on a pu monter un lab dans une université française, quoi. Tu vois, on était entrepreneur en plus, on n'était même pas universitaire. Donc, tu vois, on avait vraiment. Voilà. Alors, d'abord, on a eu la confiance et un grand merci encore à François Germinet, président de l'université, et à Jean-Luc Bourdon de nous avoir offert cette aventure extraordinaire. Mais on a aussi eu la confiance de la fondation de l'université et de la fondation Orange. Et donc, on avait un budget off. On avait un budget fondation qui permettait d'aller acheter ce dont on avait besoin demain. Parce que tu ne peux pas anticiper vu que tu explores en permanence en tant que maker. Tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas promettre, tu ne peux pas… Voilà. Donc, il y a vraiment une question de donner la confiance, autoriser le faire, permettre d'expérimenter, pas avec une carte blanche totale, mais en donnant une transparence, en publiant, en documentant et en rendant lisibles les avancées de sorte à pouvoir échanger et faire partager à toute l'entreprise et globalement au monde de cette force de créativité qu'on a tous et qu'on est prêt à donner, à offrir et à partager. Mais comme on a offert nos premiers codes en tant que webmaster, moi, ce qui m'a passionné quand je suis passée de mon monde, mon MO5 Thomson, où j'étais toute seule, j'étais enfant, j'avais un seul bouquin pour apprendre à coder le basique, j'avais aucun adulte pour m'apprendre. Et l'école, là-dessus, était incapable de m'accompagner dans l'exploration du futur. Incapable. Alors, justement, pardon, hein, mais il y a évidemment la question du rapport avec le système éducatif, les universités. Tu parles de ton MO5, nous sommes de la même génération et donc nous avons aussi pianoté sur ce même genre d'outils. Maximilien, on a évoqué le rapport un peu difficile avec les entreprises. On a beaucoup de questions là et je voudrais un peu t'interpeller autour de ça. Frédéric Bruel nous dit la formation est partie intégrante également des labos d'entreprise, la culturation est nécessaire.
Je ne résiste pas au plaisir de citer Jérémy Keller, qui porte le même nom de famille que moi, mais qui n'est pas de ma famille, et qui dit que des projets existent à tous les niveaux pour fédérer entreprises et makers. Lui-même fait partie d'un projet européen H 2020 qui vise à développer un réseau de co-création entre consommateurs, makers et entreprises. Il nous invite à aller en savoir plus sur le lien qu'il nous soumet. Je vous invite à y aller. La question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit snobisme de la part de certaines entreprises à avoir mis un Fab Lab dans un coin en disant regardez comme nous sommes une entreprise désireuse d'aider le mouvement, mais finalement de ne pas avoir suffisamment intégré dans leur manière de penser, de fabriquer, d'innover les manières de voir et de faire du mouvement maker. Et est-ce qu'il n'y a pas eu finalement à l'occasion de cette crise un moment où on s'est dit bah ok, c'est le moment. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de réticence de regarder ça de loin, un peu comme parfois on pouvait regarder le monde des startups en disant on va acheter 2-3 startups pour un peu se donner bonne conscience? Alors, c'est une excellente question. Tu mets le doigt sur un sujet qui est un peu épineux. Clairement, pour moi, oui. Je pense que pas mal de corporates sont achetés un petit peu une couverture médiatique en mettant en place des Fab Labs, des makerspace, et en tout cas, alors ça part encore une fois, hein, ça part d'un très bon sentiment, c'est de dire on sait qu'on est fermé, on sait qu'on fait de l'innovation, je reprends l'exemple de Quentin, ou au badge d'accès, on verrouille les accès au labo, etc. Donc, et ça, c'est vrai dans encore beaucoup de boîtes. Donc, je pense que ça part d'un bon sentiment. Après, il y a quand même un peu d'effet d'annonce et de communication sur un budget qui, pour eux, est finalement assez dérisoire, et donc ça permet de l'afficher. Est-ce que c'est suffisant pour l'insuffler dans toutes les arcanes et les veines de l'entreprise? Je ne suis pas complètement convaincu. Et d'ailleurs, c'était un petit peu mon propos. Enfin, moi, en tout cas, c'est une impression. Hein, je ne suis pas au cœur de la mêlée comme peut être Emmanuel, mais il y a eu un petit ralentissement, en tout cas un effet plateau depuis 2-3 ans avant la crise. Et clairement, voilà, ça fait bien sur la copie de dire qu'on a un Fab Lab, qu'on essaie de s'imprégner de la culture. Après, pour que ça soit effectif et réel, il faudrait, et il faut, bon là, Decathlon, on a un exemple fantastique avec le masque, mais qu'il y ait des produits qui sont ensuite, entre guillemets, produits et répandus à plus grande échelle. Alors, ça n'empêche pas d'avoir on disait un petit peu dans le call préparatoire, des niches, des clusters de marché dédiés à ça. Hein. Ça ne veut pas dire faire du mass market. Enfin, pour moi, je n'oppose pas du tout. Enfin, attention au mot cluster. Hein. Non, je plaisante. Voilà. Non, mais on peut très bien, évidemment faire un lien et un pont avec de l'éthique, sans avoir une vision consumériste, destructrice. Et ça, je pèse les deux mots que je viens de citer, et dans une logique de pure mass market, avec une interconnexion forte entre le mouvement maker et les marchés qui sont visés par la vente de produits ou d'éléments fabriqués. Donc ça, je pense que et les exemples concrets, j'avoue que je sèche un peu sur des produits où on peut raisonnablement dire qu'un très grand groupe, un grand corporate a permis de commercialiser, ou en tout cas de répandre un produit issu de cette culture-là, de cet ADN. Et comme l'a dit Emmanuel et Quentin aussi, c'est pas simplement le fait d'être collaboratif et de travailler ensemble à créer des objets, mais c'est aussi de s'imprégner de cette culture-là qui va au-delà en fait de simplement le fait de produire ou de créer. Voilà, donc moi, je suis toujours un petit peu sceptique. En fait, je suis pas très fan des effets d'annonce. J'aime bien voir les résultats, et sur ce point-là, je trouve que c'est pas encore assez abouti. Alors justement, on va s'intéresser à la maturité du mouvement, mais j'aimerais présenter à notre cher public un deuxième sondage. Donc, je vous invite à vous rendre sur l'onglet sondage. Et voici la question que je souhaiterais vous poser. Évidemment, c'est un petit peu provocateur, mais ça me paraît important pour avoir une vision d'ensemble. Pour vous, les makers sont une seule réponse évidemment autorisée, des artisans, des militants, des bricolos, ou l'avenir de l'industrie. Voilà, vous avez quelques minutes pour voter. Emmanuel, Quentin, intéressons-nous à la question de la maturité, précisément dont parlait Maximilien à l'instant.
qu'est-ce qui peut sortir maintenant qu'on a fait un peu le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut sortir de cette période? Quentin, maintenant que le job est fait d'une certaine manière de la part de Decathlon, comment toi tu vois l'avenir du mouvement où il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup d'entraves au déploiement de certaines solutions issues du making? Comment ça peut se passer aujourd'hui et quel peut être ton rôle et le rôle d'une industrie et d'un vendeur, un distributeur comme Decathlon? Je vais faire une réponse pour Decathlon et puis une réponse sur le mouvement maker au global, en tout cas de mon point de vue. Chez Decathlon, nous, ça ne disrupte pas notre modèle, mais ça va, ce qui s'est passé là avec la crise du Covid et le masque, ça a renforcé notre volonté d'ouverture. On a déjà une plateforme de co-création, donc on a déjà commencé à ouvrir nos méthodos, nos process envers la communauté de personnes qui veulent s'impliquer là-dedans, qui sont souvent des makers. Hein, quand on fait un appel à co-création, on retombe très souvent des gens qui ont envie d'améliorer, de bricoler des produits avec nous. On retombe très souvent sur des makers ou des makers qui s'ignorent, mais des gens qui ont l'état d'esprit en tout cas. Mais ça, en tout cas, ce qu'on a vécu là, ça va renforcer cette volonté. Et ça a aussi renforcé, ça nous a fait prendre conscience de notre capacité à être utile en dehors du domaine sportif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à faire autre chose que du matériel sportif, mais ça veut dire, c'est un exemple vraiment très frappant de comment est-ce qu'on peut être solidaire, citoyen, en tant que société, en tant qu'entreprise. Voilà, ça c'était pour Decathlon. Au niveau du mouvement maker, moi, le mouvement maker, je le vois un peu de l'extérieur. Hein. Je ne suis pas un pur maker. Ce qui frappe quand on va dans un Fab Lab, quand on va sur un site, quand on ouvre un magazine lié à ce mouvement-là, c'est la diversité des sujets abordés, ce qui en fait sa richesse, mais ce qui crée aussi un risque de dispersion. Et finalement, le Covid, quand il est arrivé, quand il nous est tombé dessus, ça a permis d'aligner les énergies, de favoriser la collaboration et de rendre les écosystèmes et les consortiums impliquant les makers beaucoup plus efficaces parce qu'il y avait un but, parce que tout le monde était focalisé et aligné là-dessus. Moi, c'est un peu ça que je garderai en tête et que je conseillerais au mouvement maker, c'est de choisir des combats ou des causes qui permettent de fédérer et d'être plus visible. Et s'entourer. Et voilà, ce qui a marché aussi dans ces semaines passées, c'est la collaboration avec les universités, avec les industriels, avec les indépendants, avec les hôpitaux, évidemment. Et c'est cet écosystème-là qui était particulièrement efficace. Le résultat du sondage est tombé et je crois qu'on est vraiment pile là dans le sujet. Et Emmanuel, c'est vers toi que je me tourne évidemment. Pour 41% de nos répondants, les makers sont des militants. Viennent ensuite des réponses à peu près à égalité, artisans, bricolos, avenir de l'industrie. Avenir de l'industrie qui vient néanmoins en dernière position avec 17%. Donc, près de la moitié, pas complètement, mais près de la moitié des gens qui nous suivent aujourd'hui voient le mouvement maker comme un mouvement militant. Est-ce que c'est pas à la fois sa force et sa principale contrainte? Et toi-même, tu es à la fois entrepreneur, mais quand tu parles, on sent énormément d'engagement. Est-ce que le fait de dépasser le caractère engagé, presque politique, est un gage d'avenir, ou est-ce qu'il faut rester au contraire extrêmement engagé et politique en convainquant les autres de venir à nous? Alors, merci, c'est une très belle question et je pense que effectivement, je pense qu'on est des bâtisseurs du futur et qu'en tant que bâtisseurs du futur, notre rôle, c'est d'être des explorateurs. Donc, les explorateurs, ils ouvrent la voie. S'ils n'ont pas de conviction pour y aller, s'ils ne veulent pas y passer leur nuit, en l'occurrence, s'ils ne veulent pas aller défricher des zones qui sont absolument inconnues, voire mal perçues. Je pourrais vous raconter un jour ce que veut dire s'impliquer dans le milieu, aussi bien auprès de sa belle famille qu'auprès, en tant que femme, d'autant plus, maman et autres. Voilà, on pourrait avoir un échange un jour là-dessus. Quand on voit l'énergie qu'on y a mis tous, oui, effectivement, on a ce côté militant et oui, je pense qu'on l'assume. Militant au sens de vouloir modifier les choses ou de vouloir faire avancer les lignes, tout simplement, changer les lignes.
chaîne, transformer l'industrie, transformer le rapport entre industrie, artisanat, production locale et production globale. Comment on a un acteur international au service d'une production extrêmement locale, en fait. Et ça, c'est une articulation très importante. Et pour moi, pour dépasser cette première ligne, que nous sommes les pionniers, tous les amis du réseau français des Fab Labs ou de Fab & Co autres, on est des pionniers, ça fait 10 ans qu'on y est, on y a cramé pas mal de temps et d'énergie. Pour dépasser ça, moi, je pense, et depuis longtemps, qu'on a besoin des industriels et des grands distributeurs. J'ai eu la chance de travailler d'abord pour ADO, donc Leroy Merlin, où on a monté le Bricolab. J'ai eu la chance de dialoguer et de travailler avec Decathlon. J'ai eu la chance de dialoguer avec Source et Création, donc la marque Boulanger en l'occurrence. J'ai la chance en ce moment d'accompagner le groupe Crédit du Nord. Et pourquoi? Et qui est une forme de retailer. Les banques sont une forme de retailer. Ils sont distribués dans les territoires. On a travaillé avec Sodebo, on a travaillé chez Atlantique. Et pourquoi? Parce que chez tous ces acteurs, comment moi mon souhait aujourd'hui, c'est de dire comment je sors d'un de leurs magasins ou avec un de leurs produits, et comment, avec le produit, j'ai le plan, j'ai l'accès à la bibliothèque qui va me permettre d'avoir des accessoires de personnalisation, de réparation. Quand est-ce qu'on obtient des étiquettes de réparabilité sur vos produits de la même manière qu'on a des étiquettes d'énergie aujourd'hui? Comment est-ce qu'on introduit l'open hardware à l'intérieur des produits de la grande distribution? Parce que ce jour-là est le jour où sur vos tickets, il y aura le plan vers la carte des Makerspace et des Fab Labs, vous saurez faire le pont entre notre milieu, nos lieux et vos publics. Or, ce qui nous manque, c'est la force de frappe. Ce qui nous manque, c'est la capacité à communiquer. Ce qui nous manque, c'est, faut savoir que les deux réseaux professionnels, Fab & Co et Réseau Français Fab Labs, sont tous tenus par des bénévoles, qu'il n'y a aucun poste financé à date. Et que nous avons un défaut, nous sommes illisibles des investisseurs et des financiers parce que nous n'avons pas les codes. Donc là-dessus, oui, nous avons besoin d'un coup de main, clairement. Et que cette structuration, cette articulation industrielle et réseau, elle peut se faire, elle doit se faire. J'ose y travailler depuis pas mal de temps et je pense qu'on atteint le moment de maturité pour que ça se fasse. Des deux côtés, je dirais. Parce que de l'autre côté, oui, il faut qu'on soit moins militant. Oui, il faut être parfois plus inclusif. Oui, il faut accepter que tout le monde ne sache pas ce qu'est l'open source. Oui, il faut être plus vulgarisateur, bien sûr. Mais je pense que des deux côtés, nous avons mûri. Et que c'est ça la clé. La clé, c'est cette articulation de donner accès au grand public, aux besoins et à la capacité de la réparabilité. Avant que tu reprennes la parole, l'autre condition dont tu parleras peut-être après, mais je la pose maintenant, c'est aujourd'hui, dans toute l'opération Visière solidaire que nous avons eue, qui a été très très forte, eh bien, aujourd'hui, elle est mise en danger par quoi? Par l'AFNOR et l'application des normes. On a un problème, comment tu mets… Moi, je porte le risque depuis 10 ans dans mes lieux de mettre des machines open hardware dans mes espaces publics. Nous sommes des établissements en servant du public, alors que non, nous ne sommes pas normes CE. Comment veux-tu être une norme CE si tu es open hardware et fabriqué et prototypal et que tu explores le futur? Tu ne peux pas être et normatif et ouvert le futur. Ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec les acteurs ministériels, avec BPI, avec d'autres, pour pouvoir faire du sujet de la norme un sujet où, oui, dans nos lieux, on reconnaît une place à l'exploration et à la fabrication de données. Bon, on va revenir, évidemment, on va finir sur le rôle de l'État. Et je voudrais simplement répondre à François Gros qui m'incite à plus de rigueur, car le sondage était à 38%. Alors, je précise pour tout le monde, effectivement, et merci au back-office d'avoir répondu merveilleusement à cette interpellation. Évidemment, 41%, 38%, c'est pas la même chose. C'est une question de dynamique. Mais François nous dit que cela sous-estime le beau côté artisan. Et évidemment, le caractère artisanal la belle ouvrage, je crois que c'est à ça qu'il faisait référence, est fondamental dans notre débat. On va revenir sur le rôle de l'État. BPI a été cité comme évidemment, puisque nous y sommes, un acteur principal de l'innovation et de l'investissement en France. Comment l'État, d'après vous, Maximilien, Quentin, peut-il aider? On parlait de la norme, mais pardon de revenir sur cet aspect-là des choses.
Mais si on incite tout le monde, ou même si on à se lancer dans le mouvement, voir si on investit, si on met de l'argent à l'intérieur, est-ce que derrière on n'est pas freiné par les difficultés, la bureaucratie, les normes, au-delà même d'une d'une difficulté à démocratiser, mais en tout cas techniquement parlant, est-ce que là on n'a pas des freins qui empêchent le passage à l'échelle? Quentin, je prends la parole d'abord, je te laisse ensuite. Alors, bon, moi, je suis assez sceptique sur l'État grand insufflateur Voilà, c'est le moment, hein. On n'a jamais autant parlé d'État, hein, Maximilien. Désolé. Donc, non, mais je vais on être attend beaucoup de lui, en tout cas. Non, mais il y a plusieurs choses. Je veux dire, la crise qu'on a traversée là, c'est pas le sujet du jour, mais l'État, BPI-France, ont fait un travail absolument phénoménal, fantastique. On l'a vécu, on a organisé plein de choses. C'est pas le thème du jour, mais et là, quand l'État fait ça, il est dans son rôle plein. Qu'il y ait des aides sur les aspects financiers, sur les aspects du faire connaître, sur faciliter, puisque Emmanuel disait, le maker, d'abord il fait, il ne demande pas l'autorisation, il demande pardon après. C'est très représentatif du mouvement, et de pouvoir agir avec l'État pour éviter, quand on s'excuse, d'avoir aussi à prendre un avocat. Voilà, c'est quand même plus pratique. Donc dans ce sens-là, je pense que la démarche elle est évidemment très bonne. Maintenant, pour moi, la chose qui est centrique sur est-ce qu'on va passer à l'échelle, est-ce qu'on va donner une nouvelle dynamique au mouvement maker et on va la rendre plus vaste et plus large, c'est profondément une prise de conscience de la société. C'est une mutation sociale. On est en train de vivre, je pense, quelque chose. Il y a des opportunités fantastiques. Je l'ai dit il y a 20 minutes à peu près. Je pense que moi, je suis convaincu que la population française, les populations à travers le monde vont se redispatcher. Il va y avoir des mouvements migratoires au sein de notre pays où les gens vont commencer à bouger et à se repositionner, pas simplement dans le centre très urbain, le cœur des centres-villes. Tu parles d'un véritable exode urbain. Alors, il a déjà commencé, quelque part. Voilà, il a déjà commencé, j'ai pas de boucle de cristal. Est-ce que ça sera pérenne, moyennement pérenne? C'est compliqué à dire, hein. C'est juste un avis et une vision personnelle et professionnelle d'ailleurs. Et donc là, en plus, avec la conscience des causes du Covid, une conscience écologique qui se renforce, qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années en France, je pense que là, on peut arriver enfin à avoir des conditions pour que quand on achète un produit manufacturé, on ait envie qu'il soit réparable et le faire réparer près de chez soi. Mais ça touche au fait que le près de chez soi, ce n'est pas simplement les centres-villes, c'est ailleurs. Donc quand on dit ça, on ne peut pas avoir des cellules SAV complètement dispatchées. Enfin, je veux dire, Decathlon, même s'ils sont extrêmement maillés, ce n'est pas non plus le bureau postal. Voilà, donc ils n'ont pas un maillage non plus comme les bureaux de poste. Donc forcément, ce mouvement maker, s'il prend une emprise avec suffisamment de granularité, parce qu'il répond à un besoin sociétal, parce qu'il répond à une façon qu'ont les gens de consommer différemment, de circuler d'une manière un peu plus courte, pas prendre l'avion pour un oui ou pour un non, comme c'était le cas. Là, je pense qu'on pose des conditions endémiques, profondes, à l'éclosion de ce mouvement. Ce que je ne crois pas, en revanche, c'est que tout le monde va se mettre à bricoler ou à faire des choses de ses 10 doigts. Ça, je ne suis pas complètement convaincu. En revanche, je suis convaincu que les gens, pour les raisons que je viens de citer, vont vouloir se tourner vers ce genre de makerspace parce que ça aura du sens et qu'il va y avoir une conviction sur comment voilà. Il y avait l'obsolescence programmée qui était le grand dada, on en a parlé, bon, c'est encore un sujet connexe, pas celui-ci. Je pense qu'on est en train, évidemment, et c'est pour le meilleur de la planète et de notre société d'y revenir, mais pour ça, je pense que je ne suis pas certain que, pour répondre à ta question très précise, que l'État joue un rôle d'impulseur, en tout cas là-dessus. Il va faciliter sur les aspects légaux, mais sur l'impulsion, je ne suis pas convaincu. Alors, je crois que Stéphane Croze sera d'accord avec toi et qui utilise une expression qui, à titre personnel, m'interpelle beaucoup, parce que je suis assez d'accord. Est-ce que nous ne sommes pas toutes et tous des jacobins by design qui avons forcément comme réflexe de nous tourner vers l'État? Ou est-ce qu'on peut espérer que notre pays, j'interprète un petit peu ce que nous dit Stéphane, est-ce que notre pays ne pourrait pas être un peu plus décentralisé? Je vais laisser la parole à Quentin.
Juste peut-être pour répondre à la question de Mehdi Labani, un site internet Fab Lab pour s'inscrire et s'intéresser. Est-ce qu'il y a un site ou des Fab Labs à recommander sur Paris ou dans les Hauts-de-Seine? Et je crois que je compte sur vous pour à tous nos invités pour nous en citer quelques-uns. Quentin, est-ce que nous sommes des Jacobins by design? Est-ce que tout part de Paris et est-ce qu'on attend tout de cette espèce d'État omniscient, d'ailleurs, dont on s'est rendu compte qu'il n'était pas si omniscient que ça et qu'il avait besoin de ces territoires dans une période comme celle-ci? Je pense typiquement que les makers n'attendent pas grand-chose de l'État. Par contre, je partage à 200% le constat, c'est la menace principale qui peut freiner l'essor du mouvement. On l'a vu avec l'exemple des visières, qui a été un succès, en tout cas, qui a une ampleur dans le monde sans précédent. On parle de millions de pièces distribuées aux hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont rattrapés à la fois par les contraintes réglementaires, les produits non homologués selon la norme en question, et des contraintes juridiques avec de la concurrence déloyale, avec de la contrefaçon, des choses comme ça. Donc, c'est clairement une menace et un frein. Un autre exemple, Isinova, donc l'entreprise, la première qui a dégainé sur l'adaptation de notre masque. Juste avant, ils s'étaient fait connaître pour avoir imprimé en 3D une petite valve pour connecter les respirateurs si une pièce qui était en rupture. Ils ont été attaqués par l'industriel qui était à l'origine, qui avait la propriété intellectuelle sur cette valve-là et qui avait refusé de partager ses plans, notamment. Donc voilà, donc il y a un vrai frein, une vraie menace. J'ai pas la réponse du comment faire pour changer les choses, mais ça se fera pas sans un changement de réglementation et d'état d'esprit des industriels. Parce qu'encore une fois, quand on parle de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, ça suggère que quelqu'un attaque. Donc il y a aussi un rôle des industriels et des gens qui utilisent ces outils-là, parce que ça reste des outils, contre les makers. Alors, il y avait un petit sujet, Emmanuel, je vais te laisser la parole évidemment, notamment pour citer quelques exemples de Fab Lab, mais je crois que sur le fil de conversation, il y a quelques réponses qui sont apportées. Avant de revenir au rôle de l'État et à sa décentralisation, puisque tu as créé des lieux qui sont de fait pas à Paris, il y avait la question de la concurrence potentielle entre le secteur traditionnel et celui qui serait impulsé par les Fab Labs. Et Jean-Paul Bellude de Nokia nous dit non, les makers ne sont pas ne sont pas concurrents des fabricants traditionnels car les conditions de coût, de disponibilité ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Que c'est un très beau sujet et que, encore une fois, je vais renvoyer au début du web et au début des webmasters. Nous n'étions pas les concurrents non plus des éditeurs et je pense que le web ne l'est pas encore, mais qu'il a transformé l'édition. Et pour le coup, aujourd'hui, une des autres missions qu'on a avec le Chaudron, pour le coup, à Nantes, où nous sommes installés en ce moment, avec le Chaudron, nous sommes au sein de la Maison des Compagnons du Devoir. Je voulais répondre à Maximilien sur le besoin d'avoir des lieux professionnels où venir fabriquer, réparer autour de chez soi. Oui, de la même manière qu'on a fait nos premières agences web. Tout le monde pouvait faire de l'HTML. Pour le coup, tout le monde n'avait pas le temps de faire de l'HTML. Tout le monde n'a pas eu envie de devenir webmaster. Donc, oui, nous allons aller vers une professionnalisation de la filière quelque part et un rapprochement effectivement au métier d'artisan. Moi, je pense que nous sommes des néo-artisans. Nous ramenons l'artisanat et la beauté de l'artisanat en utilisant le meilleur du numérique et du partage mondial, de la mise en commun, de la vraie mise en commun des savoir-faire pour pouvoir faire une production locale et adaptée. Et c'est cette articulation-là qui nous intéresse fortement. Après, ça se construit y compris par la régulation et on a un travail à faire sur la. Ce qui est effectivement notre premier danger aujourd'hui. L'État a été en France vraiment aidant. Honnêtement, moi j'étais là avant l'appel à projet de Fleur Pellerin en 2012. Et je peux vous dire que monter des labs en France de 2010 à 2012, personne n'en voulait et personne ne savait ce que c'était. L'appel à projet a permis aux collectivités de se dire oui, c'est un sujet d'avenir pour la France. Oui, nous devons y investir. Donc, ça a permis d'amorcer les premiers lieux. Mais pour autant, par la suite, je n'ai travaillé qu'avec le secteur privé. Et c'est en rencontrant quelque part, en trouvant une articulation, en venant former, en accueillant,
en travaillant les coopérations et les collaborations qu'on arrivera à faire mûrir le mouvement des deux côtés. Et après, pour ça, il nous faut quand même le régulateur, parce que sans le régulateur, on ne pourra pas revoir la responsabilité qu'on porte quand on imprime une pièce 3D, y compris quand on s'appelle une grande enseigne quelle qu'elle soit, et qu'on a des imprimantes 3D en libre service dans son magasin. Et qu'aujourd'hui, et qu'on a une découpe laser ou une brodeuse numérique. Donc, il y a une vraie question de responsabilité, et ce qui se passe autour des visières en ce moment est scandaleux. Laissons les makers agir. On a besoin de ces visières, personne ne peut les produire en ce moment à la même échelle. On a besoin d'eux, laissons-les agir. Et donc, comment l'État protège? Comment l'État protège? À un moment donné, c'est vraiment ça le sujet. Comment l'État protège la capacité à inventer et à fabriquer demain? Il y a un débat sous-jacent qui est assez inattendu, et je ne pensais pas qu'on l'aurait, mais puisqu'il existe, entrons dedans sans problème, sur le rôle de l'État qui serait à la fois facteur bloquant et en même temps facilitateur. L'État au sens de garant de l'intérêt général et d'impulseur d'innovation par d'autres aspects. Quel est son rôle à jouer d'après vous, Quentin, Maximilien? Sincèrement, au-delà de la décentralisation, au-delà du caractère jacobin, ce serait quoi un État qui serait à la fois garant d'un mouvement qui fonctionnerait et qui serait accéléré, et en même temps qui ferait pas, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi, ou qui laisserait pas faire n'importe quoi? On voit bien là la ligne de crête qui est difficile à jauger. Et puis je te reposerai la question aussi, bien sûr, Emmanuel. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous estimez freiné, ou qu'est-ce que vous attendriez d'un État? On a parlé par exemple d'un État plateforme. Est-ce que dans cet aspect-là, est-ce que dans cette acception, ce serait quelque chose que vous réclameriez? C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément une réponse toute faite. Ce que j'imagine, c'est ça me paraît difficile. Il y a le premier levier d'action de l'État, ça va être la partie réglementaire, avant tout. Mais pour donc assouplir ou rendre compatibles les réglementations produits avec la fabrication additive, avec le mouvement maker. Je pense qu'on ne peut pas le faire au napalm. Il faut choisir des domaines d'application dans lesquels un assouplissement de ces règlements est pertinent parce qu'on a besoin d'une réponse locale que peuvent apporter les makers, etc. Donc, peut-être que ce que peut apporter l'État avec sa vue d'avion, c'est identifier les secteurs, les domaines d'application sur lesquels on doit se concentrer pour assouplir les règlements. Alors, Stéphane Creuse nous parle de Etalab, évidemment, qui est une première réponse d'un État stratège. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Maximilien, entre le rapport de l'État avec le mouvement maker et le rapport de l'État avec les startups? On a énormément parlé de la Startup Nation. Est-ce que c'est un parallèle qui est pertinent d'après toi? Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel l'a dit aussi, c'est l'organisation et le côté artisanal, l'aspect militant politique aussi du mouvement maker au sens large, fait que le mouvement maker est un animal difficile à appréhender pour un investisseur, parce qu'il est à la fois nulle part et partout. Hein. Quand je dis nulle part et partout, c'est pas péjoratif, c'est de dire il n'est pas strictement organisé avec une envergure, ou en tout cas avec, Emmanuel l'a bien rappelé, avec un business model. Moi, en tant qu'investisseur, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble. Tu peux être investisseur dans les nouvelles technologies où tu as vraiment l'ambition de changer le monde pour le meilleur, pour donner une nouvelle impulsion à notre société, mais il faut quand même qu'il y ait une ligne de marché, qu'il y ait un bassin de marché, un vivier de marché qui soit suffisant, et avec des phénomènes d'ampleur qui soient au rendez-vous pour qu'un investisseur puisse évidemment le faire dans des conditions codifiées par un rapport client-fournisseur, puisque mes clients, ce sont mes investisseurs. Voilà, donc ça c'est ce que permet de faire quand on regarde une startup. On se dit, est-ce que les conditions de marché sont là? Ensuite, on va regarder la portée du business model et la portée aussi de l'innovation. Dans le mouvement maker, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender. Donc aujourd'hui, faire un comparable entre les deux, moi, je n'ai pas encore la clé de lecture suffisante. C'est pour ça que je pense que l'État peut aider à codifier, à normaliser, à normer, donc tout cet aspect réglementaire et législatif.
Donc, c'est là où, à la limite, moi, en tant qu'investisseur, j'attends du rôle de l'État. Encore une fois, sur la partie impulsion, moins. Mais ça, j'ai donné mon avis tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, ça reste encore compliqué. Moi, je le vois vraiment plutôt comme un bras armé fantastique aux industriels pour créer d'innovation. Enfin, Quentin l'a très bien dit tout à l'heure, avec des conditions qui peuvent être au rendez-vous. Et en effet, quand tu as des effets de crise ou quand il y a un niveau d'urgence ou quand tu reviens à l'essentiel, ça permet de mieux aligner les intérêts et tout le monde travaille dans une direction commune. Et là, on se rend compte qu'on est capable de faire très vite et très bien. Voilà, c'est absolument fantastique. Et puis aussi, Emmanuel l'a dit, moi je suis convaincu de ça, qu'avec aussi des changements profonds de sociétaux, on est capable d'organiser ce mouvement maker pour la réparabilité. Il y a plein de questions sur la propriété intellectuelle. On répare, mais est-ce qu'on modifie? Si on a la possibilité de réparer et de modifier, l'industriel, il peut avoir plus qu'une impression, c'est que sa propriété intellectuelle est détournée, donc réutilisée par des autres qui seront peut-être beaucoup moins scrupuleux. Donc là, il y a des sujets de comment on gère l'open source, comment l'État aussi favorise une forme d'open source au sein des industriels, en favorisant le fait de, quand on fabrique quelque chose, on met en place, on fournit les plans, on fournit la façon dont ça a été fait. Ça, c'est plus commun dans le software. Dans l'aspect plutôt industriel, ça l'est moins. Donc, je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, parce que là, on est quand même encore au tout début d'une ouverture profonde sur des innovations industrielles qui seraient partagées et en mode open source. Voilà. Mais moi, c'est vraiment les deux côtés du mouvement maker, sur cet aspect innovation, sur cet aspect réparabilité, réparation, mais qui ouvre aussi le champ des possibles à améliorer, à customiser et donc à créer et à innover finalement. Donc en fait, voilà, ça circularise un petit peu ce circuit d'innovation, mais en effet, il faut bien poser les conditions de réglementation. C'est toi le sociologue ce matin. Non, désolé. Je ne parle pas vraiment comme un investisseur, il faudrait. Non, mais attends, mais c'est ça qui est formidable chez les investisseurs français, c'est qu'ils sont intelligents. Je vais te poser la question, Quentin, de Pierre Combin, mais avant, je voudrais quand même, comme promis, et puisqu'on s'achemine vers la fin de cette conversation passionnante, vous poser la même question que celle que je vous avais posée à tous et toutes. Donc, allez sur l'onglet sondage et on va voir si ça a évolué. Je vous rappelle que tout à l'heure, 63% de l'audience disait oui à une relation pérenne entre le mouvement maker et les industriels. Qu'en est-il maintenant, là, en fin de débat? Vous avez 1 à 2 minutes pour voter et on verra. Alors évidemment, ce n'est pas très scientifique. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient là au début qui ne sont pas là à la fin, mais ça va nous donner une petite indication de savoir comment vous avez influé sur notre audience les uns et les autres. Donc, croyez-vous à une relation pérenne entre le mouvement maker et les industriels? Et Quentin, je vais te poser une question. Alors, c'est ça qui est super pratique avec les questions du public, c'est que c'est des questions qu'on n'ose pas poser, nous, quand on est journaliste. Si le maker doit pouvoir faire puis s'excuser, ce qui est sain en soi pour redonner aux citoyens un pouvoir sur ces objets, est-ce qu'on doit pour autant inciter au rapprochement entre les makers et les industriels, dans la mesure où un industriel, c'est pas la même chose de s'excuser, pas de normes, s'excuser plutôt que de veiller à la sécurité. Est-ce que les industriels sont soumis aux mêmes règles éthiques et morales de fait que les citoyens qui, eux, peuvent bidouiller dans leur coin un peu from scratch et sans conséquences réelles sur des masses entières de population? Je pense qu'il y a une question d'échelle. Une norme, le but, c'est pas d'embêter un industriel, c'est de protéger l'utilisateur final et d'éviter notamment des erreurs, des mauvaises utilisations ou des défauts du produit qui peuvent s'avérer dangereux. C'est ça le sens d'une norme. Et un industriel, de fait, il distribue à grande échelle les produits en général. Chez nous, chez Decathlon, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Et donc, s'excuser quand on a une action locale et quand on a une action mondiale, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, le droit à l'erreur, il n'est pas complètement transposable au niveau industriel. En tout cas, nous, on ne se l'autorise pas. Les normes, c'est une contrainte pour nous, forcément, mais c'est une contrainte à laquelle on est capable de répondre et à laquelle on sait acclimater. Donc, je ne vois pas ça comme un enjeu absolument primordial pour les industriels, l'assouplissement des règles. C'est plutôt, Maximilien en parlait, clarifier les flous qu'est-ce qui se passe si on met nos plans en libre accès pour que les gens puissent réparer leurs produits? Est-ce qu'il faut réhomologuer le produit pour vérifier
la bonne conception de la pièce de remplacement, etc. Voilà, ça, c'est des vraies questions. Donc, moi, j'attends pas un assouplissement des règles, mais plutôt un éclaircissement sur les zones floues. Oui, je comprends. Aujourd'hui, on fait déjà on a un service de fabrication additive. Une partie de son activité, c'est de réimprimer des pièces SAV qu'on n'a plus disponibles chez nos fournisseurs ou dans nos entrepôts. On le fait en interne, donc on n'est pas allé jusqu'au bout du geste en se disant on les met en open source. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'est pas allé jusque-là, mais je pense qu'il y a des contraintes juridiques, des contraintes réglementaires qui fait qu'on préfère contrôler la qualité des pièces qu'on envoie à nos utilisateurs et à nos clients. Alors, Emmanuel, merci beaucoup à toi, Quentin. Et Emmanuel, malheureusement, on arrive au terme de ce débat, mais sans doute que le résultat du sondage va te conforter. Finalement, quand on est punk dans l'âme, on arrive à convaincre son audience. Et comme quoi aussi les débats organisés par le hub BPI font bouger les lignes, puisque le résultat de notre sondage, je vous rappelle tout à l'heure 63-37, au terme du débat, on est à 75-25. 75% pour le oui à une relation pérenne. Je crois que de fait, il y a du pain sur la planche et beaucoup de belles choses à faire. Et je pense l'envie surtout que ça fonctionne. Et je crois que c'est ça qu'on peut retenir de cette petite dynamique qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui, je crois, doit aussi nous inspirer. Je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement tous les trois. Emmanuel, Quentin, Maximilien, de vous être prêtés au jeu. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au débat parallèle sur le forum des questions. Il y avait énormément de choses, énormément de dialogue même, y compris entre les uns et les autres, et puis beaucoup de références aussi, je crois, qui ont été données. Je voudrais remercier chaleureusement Claire et Capucine qui étaient dans la régie virtuelle de ce deuxième totem organisé en collaboration avec Uzbek Erika. Bonne journée, merci, salut. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.